j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui va se passer à Strasbourg, puisque le maire de Strasbourg a décidé de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, et cela au moment du Nouvel An, parce que, on l'évoquait, il y a une triste tradition désormais qui non seulement consiste à brûler des voitures, avoir un record de nombre de voitures brûlées, mais aussi maintenant il y a le phénomène des tirs de mortier d'artifice qui touchent principalement les forces de l'ordre. On va juste écouter, en regardant ces images, le maire de la commune qui a décidé ce couvre-feu. On va écouter dans un instant le maire donc, de cette commune qui a décidé un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. C'est une pratique, encore une fois, qui a déjà eu cours, Maître Golnadel, pour ce type d'événement, de triste événement. On va écouter le maire, puis je vous passe la parole. Ce sera plus simple. Pourquoi cette mise en place? C'est que nous, maires, on avait demandé au service de l'État de pouvoir trouver des solutions à ce que le passage à la nouvelle année se passe mieux. La situation était tendue, qu'il y avait beaucoup de dégradations en mobilier urbain, en voitures incendiées. C'était surtout des jeunes qui étaient impliqués dans ces dégradations, des jeunes, des mineurs. Le fait d'interdire l'utilisation tout artifice, de tout pétard et de mortier, tout ceci, il y a eu pas mal de blessés parmi les adolescents en question. C'est aussi pouvoir mettre à l'abri un certain nombre, les protéger. C'est pour les mettre à l'abri, les protéger, Maître Golnadel, ou c'est pour protéger le mobilier urbain? Quelle est la raison? Je ne sais pas, enfin c'est une situation surréaliste. Sera assez efficace. Non mais je veux dire, le couvre-feu... Interdire déjà de brûler les voitures, ça serait déjà le premier. C'est interdit. Non mais c'est interdit, maître. Non mais vous voyez, c'est l'interdiction de bonne loi, donc c'est un côté un peu pathétique. Et puis, c'est pour les couvre-feux, c'est pour les 16 ans, mais j'imagine qu'à 17 ou à 18 ans, on est parfaitement capable de brûler une voiture aussi, possible, vous savez. Donc, je peux faire d'ironie facile, hein. C'est un exercice, voilà. Mais ça montre tragiquement, en vérité, dans quelle situation on se trouve de couvre-feu le 31 décembre, où, en principe, c'est un soir de fête. Je me souviens qu'il y a quelques années, le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui est redevenu maire depuis d'ailleurs, avait décrété comme ça un couvre-feu pour les enfants, je ne sais pas, de 11-12 ans, pour qu'ils ne traînent pas dans les rues après 10h ou 11h du soir. Ça me paraissait quelque chose qui est relativement de bon sens. Et je me souviens des levées de boucliers à l'époque. C'est là que vous voyez à quel point je pense que les mentalités ont évolué, parce que je suppose qu'aujourd'hui, ce type de mesure, enfin j'ose l'espérer en tout cas, recueillerait quand même une sorte d'adhésion majoritaire. Quant à cette tradition-là de brûler les voitures, mais ça dure depuis des décennies. Enfin, c'est quelque chose qui... Je n'ai jamais compris pourquoi on n'essayait pas de lutter contre ça. Et le sens que ça avait, c'est le sens d'une dislocation progressive, d'un émiettement progressif du respect, d'abord des biens d'autrui, et du respect de l'ordre, de la citoyenneté, de tout ce qui fait notre vivre ensemble, tout simplement. Ça rime à quoi de brûler des voitures? D'autant plus qu'en général, ce sont des voitures qui sont des voitures dans les quartiers, qui appartiennent à des gens qui vivent de peu, des gens qui ont beaucoup d'argent. La soirée de Noël ou celle du 31 décembre n'est pas une fête. C'est autre chose. C'est quoi, Jean-Claude ? Une autre bataille. Ils n'ont pas grand-chose à faire avec la fête de Noël. Jean-Claude, très sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse réduire... C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais je ne pense pas qu'on puisse réduire... enfin, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où, effectivement, ça ne représente rien. Sauf que le 31 décembre, on change d'année, pour tout le monde. Hein. Quand même, c'est pas... Non, mais attends, c'est pas une tradition religieuse, le 31 décembre. C'est pas le 24 décembre. On change de numéro. En réalité, non, mais il faut bien comprendre, les pouvoirs publics, il y a encore quelques années, qui n'étaient pas dans cette posture maintenant dans laquelle le peuple veut quand même encolérer, leur imposer. Ils en étaient à plaider, je vous dis, la tradition maintenant du 31 décembre, ils étaient contents. Il y a encore 1 ou 2 ans, de dire c'est superbe. Il y a 100 voitures de moins brûlées qu'avant. On en est là. On en est là. Ou même à ne pas donner le nom. Alors que maintenant, je préconise la tolérance 0 voiture brûlée. On a quand même un exemple, par exemple, d'un maire qui veut bien faire, mais qui n'assume pas son autorité. C'est-à-dire qu'il se retrouve devant une caméra, en train de parler au micro, et il finit par dire non, mais vous savez, si on prend protéger les petits, c'est pour les protéger eux. Et là, vous avez envie de dire, écoutez, non. C'est pas possible. Assumez votre décision, elle est juste, elle est légitime.
Elle est peut-être discutable parce qu'effectivement, des majeurs, ça peut brûler des voitures, mais au moins assumez-la. Comment vous faites dans un pays si le pouvoir politique n'est pas en mesure d'assumer sa propre autorité et quand il pose un acte, semble s'en excuser immédiatement derrière? À ce moment-là, il ne se passe rien. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Parce qu'on est aussi, dans ces histoires-là, dans des démonstrations de virilité. Or, vous avez deux définition de la virilité. La première, ça peut être de dire un homme, ça s'empêche. Un homme, c'est celui qui a le contrôle de soi. C'est celui qui est capable de tisser des liens avec son environnement et d'être un facteur d'équilibre, de mettre fin au chaos. Et vous avez une autre vision de ce qu'être un homme, qui est dire je suis un homme si je suis le plus violent, si face à moi on baisse les yeux, si on me craint. Et la crainte que j'aspire, c'est le respect que je veux inspirer. Si on est dans cette logique-là du respect et de la force, l'homme barbare, lui, se voit comme un dominant. Et là, on est aussi dans deux visions de ce qu'est être un homme, de ce qu'est être au monde. Et ces deux visions ne sont pas compatibles. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on transmet à une certaine jeunesse pour qu'elle en soit là? Maître Golnadel, sur Non, écoutant comme toujours analyse, avec plaisir et intérêt Céline Pina, je me disais que ce discours un peu féministe de bonne aloi, non, c'est cette interrogation sur cette virilité de mauvais aloi, justement, on ne l'entend pas beaucoup. Je n'entends pas beaucoup, justement, mettre en question cette virilité-là, qui est une virilité stupide et de vrais beaufs, pour le compte. Mais ces beaufs-là, on ne les questionne pas beaucoup sur justement leur étrange virilité, mais je souscris à cette analyse-là. Oui, il y a moi, ce que je retiens surtout, c'est cette forme de complaisance des pouvoirs publics, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, par rapport à ces pratiques-là. On voit aussi les fameux rodéos dont on a déjà parlé. De plus en plus, ces pratiques se sont multipliées. Les mariages qui dégénèrent, etc. Et ça, ce rituel de brûler les voitures. Alors là, en plus, on brûle maintenant les voitures de police. C'est encore autre chose. On franchit un degré dans la provocation. Mais tout ça, au fond, on pourrait le lire comme une sorte de gradation dans la provocation, peu à peu, par rapport à un ordre qui pour moi est républicain, qu'un ordre citoyen, et peu à peu on franchit les limites et on teste les limites du système lui-même, et on en arrive à cette situation avec quelque chose qui est en train de changer malgré tout, qui est, moi je le répète toujours, ce positionnement de l'opinion publique qui n'a plus aucune indulgence pour ce genre d'actes. Maître Golnadel, avocat. Mais pour complexifier un peu le problème, c'est que lorsque nous en parlons, nous, je pense que nous en parlons davantage que certains médias plus conformistes ou plus timides. Il y a effectivement le fait que nous sommes le reflet, d'une certaine manière, d'une sorte d'exaspération populaire qui n'accepte plus ça. Mais également, malheureusement, je le dis parce que je le ressens, le spectacle, par ceux qui nous regardent et qui, au contraire, à qui ça amuse de faire brûler les voitures, de brûler les voitures de flics, etc., à la fois de montrer cela et d'être les témoins de notre propre impuissance, de dire oui, mais d'accord, mais de toute manière, les pouvoirs publics font rien, de toute manière, les types, ils s'en sortent toujours, etc. Malheureusement, ça peut aussi les encourager. Il faut comprendre ça. Ça peut également les encourager, parce qu'ils sont contents, hein. Mais oui. On parle de Jean-Claude Dacier. C'est pour ça que le pouvoir, ça se montre. Et le pouvoir, ça se montre en prenant des décisions, en sanctionnant. Et c'est pour ça qu'il faut ce que j'appelle une doctrine. Parce que pour arrêter ce type de dérive, il faut que police, justice, mais aussi l'école, mais aussi l'ensemble de nos représentations politiques soient alignés sur un discours. Et qu'il y ait un discours tout à fait partageable, puisque assurer la sécurité à tous les Français, qu'ils vivent dans ces quartiers ou ailleurs, c'est la base de notre contrat social. En tout cas, une des bases. Mais là, on se heurte à une culture, appelons-la de gauche, qui était une culture de l'excuse, de l'impunité, de la repentance. Non, mais il faut le reconnaître, qui a très longtemps empoisonné la perception de ces problèmes. D'autant plus, il faut le reconnaître aussi, que ces problèmes étaient
j'allais dire presque confisqués, ces enjeux étaient presque confisqués de l'autre côté de l'échiquier politique par une forme d'extrême droite plus ou moins dure, qui s'est un peu radoucie depuis quelque temps. Et on voyait bien on laissait de côté ce type de problème. Moi, j'étais chaque année, chaque début d'année, stupéfait que cette question des voitures brûlées fasse une brève le lendemain. Jean, pour être Maître Goldnadel et après Jean-Claude. Pour être tout à fait juste à ce que tu appelles l'extrême droite, il suffisait de toute manière de nommer les choses. Il suffisait, il y a 20 ans, de dénoncer exactement comme nous le faisons aujourd'hui ces choses-là et de dire que ça vient des quartiers, de quartiers islamisés ou de quartiers immigrés, pour être immédiatement, sans autre forme de procès intellectuel, classé à l'extrême droite. Il y avait même... Enfin, moi, mais c'est vrai qu'on avait tellement, je dirais, honte de notre laxisme et de notre incapacité à garantir le patrimoine des Français, parce que c'est les voitures de gens qui brûlent, c'est pas quelque chose que l'on découvre le lendemain matin et qui soit agréable. Qu'on en faisait dans les médias, tu as raison, peu. La honte, c'était pas ça. La honte, c'était de dire les choses et c'était de dénoncer les gens qui les brûlaient. La question de la mort sociale. Non, mais on ne le faisait pas, cher ami. Alors, attendez, pas tous en même temps, les amis. C'est exactement ce que je viens de te dire. Pas tous en même temps. William a raison, c'est et après, vous aurez la parole, Céline. Que c'était aussi une forme de repentance culturelle. C'est-à-dire que par rapport à cette situation de difficulté, voire de séparation sociale qui est réelle dans les quartiers, il y a toujours, on sait bien, des taux de chômage, etc. Voilà. Au nom de cette violence sociale subie, qui est réel, mais qui c'est certain que si ça continue comme ça, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie d'embaucher ces gens-là. Tu évites de les embaucher. Si tu peux faire autrement, cette violence sociale, c'est pas créateur d'emploi tout ça. Plus ou moins subie, mais pour laquelle la société a quand même essayé depuis 30 ans de revenir. Eh bien, on justifiait l'injustifiable. Céline Pina. En fait, vous aviez un problème de mort sociale politique si vous abordiez certaines questions sur certains angles. Rappelez-vous quand même quelqu'un d'aussi puissant à l'époque que Laurent Fabius, qui va dire, et on est à la fin des années 80, milieu des années 80, qui dit à un moment donné, le Front National pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses. Ce qu'il disait était extrêmement juste. On parlait déjà des questions d'immigration, des questions des quartiers de relégation sociale. Et on lui fait très vite savoir que s'il continue sur cette voie-là, il n'a pas d'avenir à gauche. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde de Rocard. Et que Rocard va entendre pendant 20 ans. Alors qu'il rajoute, mais nous devons en prendre notre part. Mais ça, on ne le dit jamais. Les gens qui ont osé se positionner comme ça ont été poursuivis pendant 20 ans en accusation de trahison de la gauche. Et ils n'avaient pas d'autre moyen, si on voulait rester à gauche, que de faire cet ajournement là et de finir par, quelque part, casser tout ce discours que certains avaient tenté d'installer. C'est pour ça que extrêmement malsain. Est allé travailler avec Macron et que l'autre, qui était plus révolutionnaire, plus universaliste, moins tolérante, se retrouve aujourd'hui à combien ? Le Parti Socialiste est à 4,5 ou 5%, et la globalité de la gauche, si on peut les additionner, ce qui n'est pas sûr, est autour de 20 ou 23%. Il y a un moment ou un autre, il faut payer l'addition. Ce sont surtout les Français qui l'ont payé. Alors, Jean Garrigue, inacceptable, en tout cas pour l'historien que je suis, d'Anne Hidalgo, qui compare les formes de rejet des musulmans, qu'elle appelle l'islamophobie, qui n'est pas de l'islamophobie, mais qu'elle ose comparer avec ce fait unique dans l'histoire qui est l'Holocauste, qui est la Shoah, qui doit être considéré comme quelque chose d'unique dans l'histoire. Alors, elle ne le dit pas comme ça. Non, elle ne le disait pas comme ça. Elle comparait le sort des musulmans aujourd'hui à celui des Juifs dans les années 30. Exactement. Elle reprend le discours des frères musulmans. Non, mais ce que je veux dire... Ou de Monsieur Plenel, tout simplement. C'est Plenel dit exactement la même chose. Oui, mais il n'y a pas de grande différence. Venant de celle qui représente le Parti socialiste, avec la tradition qu'il a,
y compris tradition d'amitié avec l'État d'Israël entretenu par François Mitterrand, etc. C'est quand même très très choquant d'entendre ce discours parce que il entretient, si vous voulez, justement, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, il entretient une sorte de confusion et voilà de culture, là encore, de la repentance qui est insupportable. C'est le lendemain de son clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon pour les primaires. Mélenchon qui a passé son temps à faire ce genre de choses. Je rappelle quand même que c'est une instrumentalisation de l'histoire et qu'on reproche suffisamment à d'autres candidats, notamment Éric Zemmour. Voilà. Bien sûr. Alors justement, on va faire une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On évoquera Éric Zemmour à travers l'angle de sa sécurité, parce qu'aujourd'hui, la sécurité autour du candidat Zemmour va être hautement renforcée. Et puis on parlera aussi de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui sera demain soir à la télévision. Ça fait beaucoup de polémiques. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.